Bonjour à tous, Judge Andrew Napolitano ici pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 29 août 2025. C'est la fin de la journée, la fin de la semaine, la fin du mois. C'est notre moment préféré. La table ronde de la communauté du renseignement avec mes chers amis Ray McGovern et Larry Johnson. Messieurs, bienvenue ici. Merci, comme toujours, pour ce double engagement. Merci d'avoir accommodé mon emploi du temps. Comme d'habitude, nous avons beaucoup de choses à discuter. Larry, tu as écrit des travaux intéressants, en particulier les recherches que tu as faites sur Donald Trump et les BRICS. N'est-il pas ironique qu'avec toutes ces attaques contre les BRICS, c'est maintenant presque inconcevable, tarif sur l'Inde, cela ait servi à unir et renforcer les BRICS, n'est-ce pas? Oui, cela a accéléré leur développement. Vous savez, si vous m'aviez posé cette question il y a un an, n'est-ce pas? Où seront les BRICS dans un an? Et j'avais dit, eh bien, vous savez, ils allaient encore essayer de trouver leur chemin hors de la forêt. Ils ont encore beaucoup de défis. Il n'y a pas beaucoup d'unité au sein des BRICS, malgré un sommet réussi à l'été de 2024. Mais ce qui s'est passé depuis que Donald Trump a mis en place son régime tarifaire et ses sanctions, c'est que cela a pris l'Inde et le Brésil en particulier et les a dynamisés d'une manière à laquelle ils n'étaient pas auparavant engagés. Et ils vont exactement dans la direction opposée. Ils sont défiants. Vous savez, Donald Trump, selon le rapport que j'ai entendu plus tôt aujourd'hui de la part d'Alexander Christoforou, a essayé d'appeler Modi maintenant 5 fois cette semaine. Modi ne décroche pas le téléphone. Donc, vous savez, toute personne qui a été dans une mauvaise relation avec un petit ami, une petite amie ou un conjoint, et que vous avez fait quelque chose de mal, puis essayez de les appeler et de parler, non, parler, pas de réponse. La même chose se passe avec Trump et Modi. Le secteur de l'énergie, le secteur entrepreneurial en Inde, qui étaient auparavant ceux qui défendaient le plus des liens plus étroits avec les États-Unis, ont maintenant complètement inversé leur position. Ils demandent des sanctions, des embargos sur les produits américains, un éloignement des États-Unis. Nous avons observé un phénomène similaire avec le Brésil. Et vous savez, dans le passé, le Brésil avait beaucoup bénéficié des tarifs de Donald Trump, parce que dès que Trump a imposé des tarifs sur la Chine a alors dit « D'accord, nous n'achetons plus de soja américain et nous n'achetons plus de maïs américain. » Et ils se sont tournés vers le Brésil. Ils ont dit « Nous achèterons le soja chez vous. » Maintenant, au lieu, vous savez qu'autrefois, si le Brésil et la Chine devaient effectuer cet échange, ils devaient passer par le marché financier international. La Chine devait acheter des dollars avec sa propre monnaie, puis envoyer ces dollars au Brésil. Et le Brésil pouvait échanger ces dollars en RMB. Ce n'est plus le cas. Ils vont directement du RMB à la monnaie chinoise réelle pour la monnaie brésilienne. Ce qui signifie que le dollar américain est assis sur la touche sans action, allant et ici. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous voyons le dollar perdre de sa valeur. Ray, la communauté du renseignement intervient-elle dans ce type de situation? En d'autres termes, la CIA informe-t-elle Donald Trump sur l'état économique de l'industrie en Chine, au Brésil, en Inde? Et si oui, lui disent-ils ce qu'ils pensent qu'il veut entendre ou lui donnent-ils des chiffres réels et précis? Vous avez fourni la réponse. Judge, vous savez, il y a eu un temps où nos analystes économiques étaient de premier ordre, n'est-ce pas? Dans les années 80, disons, ils disaient à tous ceux qui voulaient écouter que l'économie russe n'était pas du tout aussi forte que ce que Bill Casey, le directeur de la CIA, et Robert Gates, son assistant, affirmaient. Mais ils ne pouvaient pas atteindre le président, c'est là que la politisation a commencé à plein régime. Donc à ce jour, je ne sais pas combien de personnes honnêtes restent dans la division d'analyse de la CIA. Je sais qu'il y en a quelques-unes maintenant, parce que certaines ont été des lanceurs d'alerte et fournissent des renseignements qui abarrent beaucoup d'informations précieuses, n'est-ce pas? Mais si cela s'étend à l'analyse économique, je ne comprends pas. S'il y a de bons analystes économiques dans la CIA, il est impossible qu'ils puissent dire à Trump de faire des choses comme les tarifs et un double coup sur l'Inde et tout ça, n'est-ce pas? Le problème avec l'hégémonie, c'est que, vous savez, l'hégémonie a été perdue par les États-Unis.
Vous avez Xi Jinping maintenant en Chine. Il y a toutes sortes de gens qui se rassemblent pour l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale à Pékin. Tout cela, c'est un peu comme un symbole emblématique de la façon dont le monde s'est déplacé vers l'Est, n'est-ce pas? Et c'est juste risible qu'il n'y ait, à ma connaissance, que deux grandes personnes de l'Ouest, l'une, je crois, de Serbie, l'autre de Slovaquie, et je crois que le représentant de la Hongrie est là aussi. Mais oui, tout a changé, et le déséquilibre est maintenant tel que l'hégémon n'est plus. L'hégémon est fini. Maintenant, la dernière chose que je dirais n'est pas si mauvaise tant que l'hégémon réalise graduellement qu'il est fini. Alors, les Chinois et les Russes sont aussi heureux que possible de le laisser doucement tomber. Ils ne veulent pas de guerre, et j'espère que l'hégémon ne pense pas qu'il peut déclencher une guerre pour redresser ce qui s'est passé. Larry, Trump a-t-il récemment limogé le chef du renseignement de la défense, un général? Le chef de la NSA, un général, soit parce que Laura Loomer lui a dit de les virer, soit parce qu'ils laisseront Ray se prononcer à ce sujet, ou parce qu'ils lui ont fourni des statistiques qui contredisaient son récit politique. Oui. En surface, il semble certainement qu'il y ait une politisation dramatique par l'administration Trump du processus de renseignement. Le général de la Defense Intelligence Agency a été critiqué parce que son analyse, après le bombardement du 22 juin en Iran par les bombardiers américains B-2, ne déclarait pas « Oh, les États-Unis ont tout détruit ». Ils ont fourni une évaluation beaucoup plus mesurée et équilibrée de ce qui s'est passé. Donc, si c'est pour cela que Trump a limogé ce général, alors vous savez, Trump s'engage dans une faute professionnelle au minimum. Nous avons également vu que le chef du National Intelligence Council et le député du NIS ont également été relevés de leurs fonctions, limogés par Tulsi Gabbard sur ordre de Donald Trump, encore une fois, parce que, soi-disant, leur analyse ne soutenait pas ce que l'administration affirmait concernant Nicolás Maduro comme étant un grand baron de la drogue. Les analystes ont, vous savez, la responsabilité de prendre toutes les informations disponibles pour les collecter et les consolider avec précision afin que le président sache ce qu'elles contiennent, n'est-ce pas? Pour identifier également les lacunes, ce que nous ne savons pas, et en fournissant des évaluations, ne pas fournir seulement une vue, mais fournir, vous savez, cela pourrait être ceci ou cela, compte tenu de ces hypothèses. Mais vous savez, ce qui semble se passer ici, c'est que Trump envoie un message clair. Soit vous dites ce que je veux que vous disiez, soit vous perdez votre emploi. Si c'est vrai, Trump met cette nation en danger. Car lorsque les analystes du renseignement ont un véritable avertissement à émettre, mais que cela ne correspond pas au récit politique que la Maison-Blanche veut, ils restent silencieux et nous laissent nous faire écraser par un camion. Vous savez, Ray, vous et Larry m'avez éduqué pendant des années maintenant. Depuis que nous avons commencé à parler du danger que représentent les informations arrivant au président, différentes de celles que les analystes transmettent à ceux qui les lui font parvenir. Les analystes donnent des données véridiques et précises. La direction dit au président ce qu'elle pense qu'il veut entendre. Mais si la direction craint d'être renvoyée pour avoir fourni des informations exactes et véridiques au président, quelles sont les conséquences de cela? Laissez-moi proposer deux interprétations alternatives. Le verdict n'est pas encore tombé concernant ces deux grands licenciements dont Larry a parlé. Il a peut-être raison, mais vous savez, l'histoire complète n'est pas encore connue. Maintenant, que s'est-il passé avec la DIA? Aujourd'hui, quelqu'un a divulgué à la presse l'évaluation initiale selon laquelle tout n'avait pas été détruit. Était-ce la faute du directeur de la DIA, le lieutenant général et chef de la DIA? Eh bien oui, c'était sa responsabilité, parce que c'est sa DIA, et donc ils l'ont limogé, d'accord. Maintenant, l'autre point concernant ces personnes du Conseil national du renseignement, elles étaient très, très proches de John Brennan, James Clapper et de ces types. Ils étaient ceux qui avaient les analyses avec d'autres analystes du Quai. On dit par exemple, vous savez que la Russie avait déjà perdu, vous savez que leur armée avait été montrée en Ukraine comme la risée du monde. Juillet, il y a 2 ans. Bill Burns le disait au président et le président le disait au monde à Helsinki. Qui sont ces gens? Eh bien,
Ils font partie des 37 personnes qui ont maintenant été privées de leur accès au Conseil de sécurité, de leurs habilitations de sécurité. Cela ne signifie pas les mettre en prison. Disons simplement, regardez, nous vous avions accordé un privilège. Nous allons le reprendre. Donc, à mon avis, Tulsi Gabbard est confronté à de grands défis. Et ce que vous voyez dans le Wall Street Journal et toutes ces autres publications ont divulgué le nom d'un homme sous couverture, eh bien, ce n'est que de la poudre aux yeux. Ce qu'elle fait, c'est nettoyer toutes les personnes qui ont dit à Biden, par exemple, que la Russie avait déjà perdu, et celles qui ont dit à Brennan, « Oh oui, les Russes ont piraté 37 personnes. » Ce n'est que la moitié d'entre elles. Je pense qu'elle nettoiera l'autre moitié très rapidement. Larry a-t-elle simplement licencié une vétérane de 29 ans qui allait devenir chef de la station de la CIA en Russie à Moscou, approuvée par John Ratcliffe et licenciée par Gabbard? Ai-je bien compris? Cela, je ne sais pas. Je n'en ai pas entendu parler. Et vous savez, les points que Ray soulève sont tout à fait justes. Vous savez, avons-nous ou n'avons-nous pas toute l'histoire? Mais surtout, vous savez, je n'ai pas regardé, quelqu'un m'a envoyé l'article concernant l'agent de la CIA sous couverture qui a été relevé de ses fonctions. Eh bien, j'étais sous couverture quand j'étais là-bas, mais je n'étais pas opérationnel. Donc, être sous couverture ne signifie pas nécessairement que vous êtes dans une position extraordinairement sensible. Vous savez, la raison pour laquelle j'ai été placé sous couverture, c'est parce que je passais par le programme de formation de carrière. J'étais avec d'autres officiers des opérations dont la couverture était essentielle pour protéger leur identité. Mais vous savez, il est vrai que la communauté du renseignement s'est discréditée avec ce type de conduite au cours des 20 dernières années, dans de nombreux aspects. Et vous savez, j'ai entendu et j'ai vu un certain nombre de ces anciens chefs de station de la CIA à Moscou. L'un d'eux était dans ma classe de formation de carrière. C'était un jeune à l'époque. Il était un legacy hire. Son père travaillait là-bas. Voilà pourquoi il a été embauché. Mais nous avons vraiment envoyé une série peu impressionnante de personnes classées deuxième dans l'ordre hiérarchique à cette station de premier plan, selon moi. Donc, le point de tout cela, c'est que la politique est omniprésente. La politique, quand Ray et moi étions là, mais ça s'est tellement aggravé. Et vous savez, démêler la politique de la dernière administration, puis voir intervenir la politique de l'administration actuelle. Vous savez, j'espère que Tulsi pourra rester au-dessus de tout cela. La peur que j'ai et la préoccupation, c'est qu'elle n'a vraiment aucune expérience dans cet environnement. Elle apprend. Mais avec ce manque d'expérience, elle ne verra pas certaines des mines terrestres qui pourraient être posées pour elle. Je déteste le dire, mais j'étais passionné par Tulsi Gabbard lorsqu'elle était au Congrès. Son record de vote était presque comme celui de Thomas Massie. Je ne sais pas si elle est la même aujourd'hui. Changeons de sujet, Ray. Pourquoi Trump n'a-t-il pas été attaqué pour avoir normalisé le génocide, comme Biden l'a été? Parce que les médias sont entre les mains des sionistes et les médias ne disent pas la vérité au peuple américain. Il y a des preuves abondantes de cela. Le New York Times est un exemple flagrant. La BBC, des personnes ont été licenciées pour avoir critiqué Israël. Voilà l'essentiel. Israël a une influence démesurée sur notre politique étrangère et sur nos médias. Et, vous savez, je pourrais revenir à George Washington, notre premier président, un général, qui mettait en garde contre des alliances qui ne partagent pas les intérêts communs de chaque nation. Il mettait en garde sur ce qui se passerait si un pays accordait à un autre pays la priorité que ce pays cherchait, alors que votre pays n'avait vraiment aucun intérêt. Il parlait de la France, d'accord. La France nous devait. Nous devions beaucoup à la France. La France voulait que nous nous impliquions dans leur guerre contre l'Angleterre. Et Washington, Jefferson et tous les autres disaient « Regardez, oublions ça. Réparons notre propre pays ici. Ne nous impliquons pas dans ces guerres éternelles comme elles l'étaient à ce moment-là en Europe. » Larry, je pense que Ray a raison. Les seules personnes qui pouvaient critiquer Joe sans répercussion étaient de jeunes musulmans dans le Michigan. Sinon, les médias étaient très prudents. Et où Trump est-il critiqué pour génocide? Ici,
Clayton Morris, Tucker Carlson ou les médias alternatifs, et nulle part ailleurs. Oui. Eh bien, nous avons vu la plus grande démonstration d'hypocrisie américaine hier, avec la couverture médiatique intégrale de la fusillade et de la mort de ces 2 enfants à Minneapolis. Terrible, une tragédie affreuse. Mais chaque jour, cela se répète à Gaza 10, 20 fois plus. Au lieu de 2 enfants, vous avez 10 enfants, 20 enfants, 40 enfants tués par les tirs israéliens, par les bombes israéliennes, bombes et munitions que nous, les États-Unis, fournissons. Donc nous sommes en fait des facilitateurs et complices du génocide des enfants. Et donc, d'un côté, vous avez cette grande réaction émotionnelle dans ce pays à la mort de ces 2 enfants ici, mais nous ignorons les enfants qui sont encore plus vulnérables et n'ont aucune voix, personne pour crier pour eux. Lorsque les Israéliens ont attaqué l'hôpital Nasser et tué 20 personnes, médecins, infirmières, enfants, patients et 5 journalistes, Trump a dit qu'il ne savait pas. Est-ce crédible que le président des États-Unis puisse ne pas savoir cela, Ray? Oui, c'est crédible. Les Israéliens font ce qu'ils veulent. Soyons réalistes. Maintenant, ce dont vous parlez était un crime odieux. C'était ce que l'armée appelle un double tape. D'accord. Vous tirez une roquette sur un hôpital. Remarquez, nous ne faisons pas cela. Les Israéliens le font. Et ensuite, vous attendez 5-10 minutes jusqu'à ce que tous les premiers intervenants, les médecins et les journalistes arrivent, puis vous faites un deuxième tir. Cette fois, ils ont eu 5 journalistes. Je pense que le nombre atteint maintenant presque 200 journalistes palestiniens tués dans cet épisode à Gaza. Donc, vous savez, si vous parlez de sans pitié, si vous parlez de complètement cynique, eh bien, vous allez faire cela et vous allez montrer au monde que vous vous fichez totalement de ce que pense qui que ce soit. Vous allez le faire et vous allez en être fiers et vous vous vanterez et vous direz à vos soldats, maintenant, allez finir votre travail dans la ville de Gaza. Et le contribuable américain finance tout cela. Chris passe l'interview de Mike Huckabee et des 2 rabbins, et ensuite je vais vous poser la question à tous les 2. Huckabee est-il l'ambassadeur américain en Israël ou l'ambassadeur israélien aux États-Unis? L'ambassadeur a une vision très intéressante de l'antisémitisme. Elle a grandi en Amérique. Il y avait de l'antisémitisme. Bien sûr, je l'ai vécu, nous l'avons tous vécu. L'ambassadeur a une vision très intéressante à ce sujet. Il dit que les gens, vous ne pouvez pas comprendre l'antisémitisme. Il dit que les personnes antisémites le sont parce qu'elles sont contre Dieu. Et nous sommes les représentants de son peuple. Et c'est pour cela qu'elles sont antisémites. Sinon, cela n'a aucun sens. Point de vue intéressant. C'est un point de vue intéressant. Il y a un autre point de vue qui, puisque nous considérons le peuple élu, Midjir. Et cela fait partie du raisonnement. Et que, parce que vous êtes le peuple élu, donnez un lieu choisi pour un but choisi. Et si quelqu'un est en colère contre Dieu, il sera en colère contre les personnes qui le représentent. Donc, je dis aux gens que l'antisémitisme est irrationnel. Il n'y a aucune raison pour cela, sauf si vous comprenez la raison spirituelle, ce que je crois être au cœur du problème. Ce n'est pas la gauche contre la droite, c'est le bien contre le mal. C'est le Créateur contre ceux qui se révoltent contre le Créateur. Vous pensez que l'on pourrait avancer que Mike est un agent étranger? Oui. Alors, nous avons ce parent. Ce parent dit qu'il aime tous ses enfants, et il a 5 enfants, mais il ne s'assure que l'un de ces 5 soit nourri. Il ne s'assure que l'un de ces 5 soit vêtu. Il ne s'assure que l'un de ces 5 soit éduqué. Il ne s'assure que l'un de ces 5 reçoive des soins médicaux, parce que cet enfant est l'enfant choisi. Maintenant, si vous connaissez un parent comme ça, vous appelleriez la ligne d'assistance pour maltraitance infantile. Il serait arrêté, et les 4 autres pauvres enfants seraient placés en famille d'accueil, où eux aussi pourraient recevoir amour, soins et attention. Je n'ai jamais entendu des absurdités théologiques aussi ridicules de ma vie. L'idée qu'ils sont le peuple élu. Oh, nous avons ce Dieu universel qui aime tout le monde, mais en réalité, il les aime plus que tout le monde. C'est un non-sens tellement ridicule.
Et le fait que les gens croient cela et permettent à d'autres, ces enfants, d'être tués, s'il existe un tel concept que le péché, c'est celui-ci. Ray, je dois te lire une sorte de note satirique de Caitlin Johnston, la journaliste australienne qui est 110% avec nous sur toutes ces questions. Dieu commande clairement et explicitement aux chrétiens de soutenir l'État moderne d'Israël. C'est écrit ici dans la Sainte Bible. Donne-moi une minute et je vais trouver le verset pour toi. Ah, je l'ai. Exode 23, tu ne tueras point. Eh bien, non, attends une minute. Ce n'est pas celui-là. Le voici, Matthieu 5,9. Heureux les artisans de paix. Israël. Nous ne pouvons pas permettre que des journalistes palestiniens restent vivants à Gaza parce que tous les journalistes palestiniens sont du Hamas. Les journalistes occidentaux. D'accord. Alors laissons-nous entrer afin qu'il y ait des journalistes à Gaza qui ne soient pas du Hamas. Israël. Non. J'adore Caitlin. Je pense qu'elle est formidable. Laissez-moi reprendre cela. Il y a un verset qui s'applique. Si vous voulez appliquer les Écritures hébraïques à cela, et c'est Deutéronome 15,4. Vous aurez la terre promise, si tel fut le pacte, à condition qu'il n'y ait pas de pauvres parmi vous. D'accord. Wow. Donc, oui, vous, Hébreux, pouvez avoir la terre promise afin qu'il n'y ait pas de pauvres parmi vous. Maintenant, c'est la deuxième partie du 15,4 du Deutéronome. Les gens semblent oublier cela. Maintenant, d'une manière plus générale, vous savez, je dois dire que j'ai grandi dans le Bronx. Nous avons grandi avec des Irlandais, des Italiens et des Juifs tous ensemble. Mon père a un doctorat honorifique de la Yeshiva University pour l'amour de Dieu. D'accord? Donc, je n'ai pas à présenter d'excuses pour être antisémite. Antisioniste. Je suis antisioniste jusqu'au cœur. D'accord? En partie parce que je suis irlandais, je pense. Et je sais ce que mon peuple a souffert aux mains des Britanniques et des sionistes. Maintenant, l'autre chose est ceci, révérend Huckabee. Ces histoires de peuple élu, c'est vraiment insidieux, parce que s'il y croit vraiment et s'il le dit à notre président, eh bien notre président est impressionnable. Et en plus, il a un intérêt politique ici à faire bien aux sionistes. Donc l'autre chose est ceci, Trump veut aller au paradis. D'accord. Maintenant, peu de vos auditeurs savent cela, mais je vais faire une divulgation complète ici. Trump a passé ses 2 premières années d'université dans mon alma mater, Fordham University. La deuxième année, nous devions tous suivre un cours appelé Éthique de la théologie morale. D'accord. J'aimerais vraiment savoir quelle note Trump a obtenue en éthique, mais les avocats de Trump ont poursuivi pour interdire toute divulgation de ces notes. Que suis-je? Je veux dire, quel est mon point ici? Où sont les catholiques? Où sont les jésuites? Où est le pape qui fait de belles rhétoriques, n'est-ce pas? Mais ici, le pape dit qu'il veut aller au paradis. Alors que se passe-t-il? Le sommet intellectuel de l'Église catholique, le magazine America, dirigé par des jésuites intellectuels, dit « D'accord, regardez, maintenant si Trump veut aller au paradis, voici le chemin, Monsieur Trump. » C'est lui. C'est lui. Je veux dire, c'est vraiment un peu puéril ou adolescent au maximum. Ils viennent généralement simplement ouvertement et disent « Arrêtez le génocide, Monsieur Trump. » Et alors peut-être que cela pourrait être considéré non seulement pour un prix Nobel, mais peut-être qu'ils vous laisseront entrer au paradis après cela. Ah, elle est fabuleuse. Mais Larry Ray fait un très bon point. C'est très dangereux. Lindsey Graham, Ted Cruz, Tom Cotton, Mike Huckabee, tous chrétiens protestants prêchent en primauté du peuple juif à l'oreille de Donald Trump. Je ne pense pas qu'il puisse distinguer entre juifs et sionistes. Je ne sais pas. Mais Ray a raison. Il est impressionnable. Et quand ces personnes au gouvernement ont l'air de prédicateurs favorisant une religion plutôt qu'une autre, cela a tendance à influencer la politique étrangère américaine. Ah, elle est fabuleuse. Et il a un gendre juif qui est sioniste, et sa fille Ivanka, elle, vous savez, elle est maintenant mère juive. Donc, il a toujours eu une affiliation avec, appelons cela, la communauté juive conservatrice. Et vous savez, encore une fois, c'est là qu'ils mettent Israël avant l'Amérique. La loyauté divisée est un vrai problème. Et nous avons vu cela l'autre jour, quand ce Serge qui a été appelé, et il était puni parce que sur sa plateforme de médias sociaux, il critiquait Israël. Il a dit, regardez, quand j'ai prêté serment à la Constitution,
Au serment à l'armée, j'ai juré de soutenir et défendre la Constitution. Je n'ai rien dit à propos de devoir soutenir et défendre Israël ou protéger Israël parce qu'Israël n'est pas mon pays. L'Amérique est mon pays. Et pourtant, il est traduit en conseil de guerre pour cela. Donc oui, nous avons un vrai problème. Ces types de choses se produisaient-ils lorsque vous étiez dans la communauté du renseignement? Des gens étant punis, traduits en conseil de guerre, licenciés, poursuivis pour leurs déclarations politiques privées. Ray? Je remonte plus loin que Larry, et je peux te dire que je suis entré dans l'agence analytique du département, au début de 1963, et j'ai attendu un an. Et ensuite, j'ai demandé au chef de la branche israélo-arabe, comment se fait-il que vous n'ayez aucun juif travaillant ici? Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune personne d'origine juive ici? Et il m'a pris à part. Et il a dit, c'est très peu américain, Ray, mais je ne pense pas qu'une personne d'origine juive puisse être considérée comme totalement objective. Je dis, wow! Maintenant, avance rapide de 10 ans, et je suis le NI, le National Intelligence Officer pour l'Europe de l'Ouest, et tout l'enfer a éclaté. Éclate à Derry, en Irlande du Nord. D'accord. J'ai une peur mortelle que Bill Casey vienne me voir et dise « Ray, tu connais beaucoup de choses sur l'Irlande. S'il te plaît, sois l'analyste de ce qui se passe là-bas et de ce que nous devrions faire. » Je devrais dire « Je sais que je ne peux vraiment pas faire cela, Monsieur Casey. Je ne peux pas prétendre être impartial sur l'Irlande. » Et il aurait, vous savez, eh bien, je ne sais pas comment il a rédigé cela, mais voilà. Donc maintenant, la prudence est que la dernière fois que j'ai vérifié, les 3/4 de cette branche arabo-israélienne étaient des personnes non seulement d'héritage juif, mais aussi des sionistes. Et c'est le genre de conseil que Biden et Trump ont reçu. C'est un mauvais spectacle. Je pense que ça peut être réparé, cependant. Tout le monde avec qui Trump s'entoure dans la sécurité nationale, militaire, et la communauté du renseignement, les personnes de haut rang sont des sionistes, n'est-ce pas, Larry? Oui. Et vous avez aussi, vous savez, suffisamment de membres du Congrès. Vous avez des personnes comme Brian Mast, qui, vous savez, est un représentant de Floride. Il a servi dans l'armée israélienne. Oui. Donc cela, vous savez, si vous voulez être un patriote israélien, c'est très bien. Soyez un patriote israélien. Vivez là-bas, vous savez, mais ne venez pas aux États-Unis. Et je dis que cela s'appliquerait à n'importe quel pays, Israël, Mexique, Canada. Vous savez, vous voulez penser que votre pays est le meilleur. C'est très bien. Faites-le. Faites-le dans votre pays. C'est mon pays. Nous dirons que l'Amérique est grande. Maintenant, au moins du point de vue de l'endroit où se situent vos loyautés nationales. Mais ce qui est si malheureux, c'est qu'en ce moment, n'importe qui, les gens sont accusés d'être antisémites pour s'opposer à Israël, pour tuer des enfants. Eh bien, si telle est la définition de l'antisémite, alors je suis antisémite.